Quand mon médecin m'a dit « Madame Beaumont, selon notre système, vous êtes décédée », j'ai senti mon cœur s'arrêter. Mes mains sont devenues glacées, ma respiration s'est coupée. Une seule pensée dans ma tête, comment est-ce possible? J'avais exactement 68 ans et j'étais enregistrée comme décédée. Bonjour, je suis Madeleine Beaumont, 68 ans, et je suis ici pour vous raconter une histoire qui s'est déroulée à Bordeaux, qui peut sembler impossible, mais dont chaque mot est vrai. Je suis pharmacienne à la retraite. Pendant 40 ans, j'ai servi les gens dans ma pharmacie du cœur de Bordeaux, sur la rue Sainte-Catherine. Je connais les médicaments, je connais les molécules, je connais les réactions chimiques. Mais surtout, je pensais connaître la nature humaine. J'ai parlé à des milliers de clients, rédigé des milliers d'ordonnances, regardé dans les yeux de milliers de personnes. Je savais quand les gens mentaient, quand ils souffraient, quand ils cachaient quelque chose. Du moins, c'est ce que je croyais. Car maintenant, à 68 ans, quand je regarde en arrière, je vois ceci. Parfois, la personne la plus proche de vous est celle qui vous fait le plus de mal. Parfois, la personne qui vient vous aider vient en réalité pour vous détruire. Mais avant de commencer l'histoire, j'ai une requête. Si cette histoire vous touche, si dans votre vie il y a quelqu'un d'âgé, votre mère, votre grand-mère, votre grand-père, et que quelqu'un est très serviable envers eux, likez cette vidéo. Parce que cette histoire n'est pas seulement la mienne, c'est l'histoire de milliers de personnes âgées. Elles sont victimes en silence et personne ne le voit. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de grand-mère, car je continuerai à vous raconter des histoires vraies de personnes réelles qui vous choqueront et vous renforceront. Ne partez pas sans jeter un œil à mes autres histoires. Et s'il vous plaît, écrivez-moi dans les commentaires d'où regardez-vous, de Paris, de Marseille, d'ailleurs dans le monde, parce que ces histoires doivent se répandre dans le monde entier. Et peut-être avez-vous vécu une expérience similaire. Partagez-la. Apprenons les uns des autres, soutenons-nous mutuellement, car la connaissance est pouvoir, la conscience sauve des vies. Maintenant, parlons de comment tout a commencé. Année 2020, mois d'octobre. J'ai 65 ans et je viens de prendre ma retraite. Mon mari Michel est décédé d'une crise cardiaque soudaine un samedi matin il y a 5 ans. Je n'oublierai jamais ce matin-là. Michel travaillait dans le vignoble, inspectait les raisins, se préparait pour la récolte d'automne. Le soleil brillait, il faisait chaud. Je préparais le déjeuner dans la cuisine, de la ratatouille, le plat préféré de Michel. Je l'ai regardé par la fenêtre, il m'a souri. 10 minutes plus tard, Pierre est arrivé en criant « Madame, madame, monsieur Michel est tombé !» J'ai couru. Michel était allongé par terre, les yeux ouverts mais le regard vide. J'ai tenu sa main. « Michel, je suis là, l'ambulance arrive », ai-je dit. Il m'a regardé, a voulu dire quelque chose, ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Puis, ses yeux se sont fermés. L'ambulance est arrivée 15 minutes plus tard, mais Michel était mort. Crise cardiaque, soudaine, rapide, impitoyable. Depuis ce jour, ma vie a changé. Une vie sans Michel, c'était comme un corps sans âme. Tout était vide. En cuisinant dans la cuisine, je cherchais son odeur. En travaillant dans le jardin, j'attendais sa voix. La nuit, allongée dans le lit, je tendais la main, mais il n'y avait personne. Nous n'avons pas eu d'enfant. Naturellement, ce n'était pas possible. J'ai fait 3 fausses couches, puis les médecins ont dit « ne prenez plus de risques ». J'étais très malade à cette époque. Je me demandais toujours si c'était à cause de moi. Ensuite, nous avons pensé à l'adoption, mais le restaurant de Michel était très occupé, ma pharmacie était très occupée, puis le temps a passé, nous avons vieilli. Et maintenant, à 65 ans, après la mort de Michel, j'étais complètement seule. Quand je dis seule, ce n'est pas tout à fait vrai. J'avais un chat, Napoléon. Un chat tigré, gros, orange, extrêmement arrogant. Michel l'avait trouvé dans la rue il y a 10 ans, il était blessé, sa patte avant était cassée. Nous l'avons emmené chez le vétérinaire, il a été soigné, puis il n'est jamais parti. Il est resté chez nous et devenu notre roi. Napoléon était très sélectif. Il n'aimait pas les étrangers, grognait après les invités, se cachait. Mais envers moi, seulement envers moi, il était loyal. Chaque nuit, il dormait dans mon lit,
Le matin, il caressait mon visage avec sa patte. Il y avait des voisins, surtout Madame Rousseau, 72 ans, vivant dans la maison du vignoble à 500 mètres, une femme très charmante. Son mari était mort il y a 10 ans, elle aussi était seule. Chaque mardi après-midi, nous prenions le thé ensemble, parfois chez elle, parfois chez moi. Elle me montrait sa collection de cartes postales, je lui racontais mes histoires de pharmacie. Madame Rousseau était une femme très attentive, elle remarquait tout. « Madeleine, ton moral n'est pas bon aujourd'hui, disait-elle. »« Non, je vais bien, disais-je. »« Ne mens pas, ça se voit dans tes yeux, disait-elle. » Et j'avais mes ouvriers viticoles, Pierre et son fils Laurent. Pierre avait 60 ans, Laurent 35. 2 générations, ils avaient grandi avec notre vignoble. Mon grand-père avait embauché le père de Pierre en 1950. Depuis lors, il travaillait avec la famille Beaumont. Je leur faisais confiance, ils nous étaient loyaux. La maison du vignoble dans la région de Saint-Émilion était très importante pour la famille Beaumont. Mon grand-père Alphonse Beaumont l'avait achetée en 1922. 15 hectares de vignoble, une maison en pierre du XVIIIe siècle, une grande cave à vin. Notre vin n'était pas aussi célèbre que les vins réputés de Bordeaux, mais sa qualité était très élevée. Petite production, boutique, familiale. 5000 bouteilles par an de Merlot et Cabernet Franc. La valeur estimée du vignoble était de 2,5 millions d'euros. Valeur du terrain, production de vin, valeur de la marque. Ce vignoble n'était pas seulement une propriété, c'était l'identité de notre famille. La sueur de mon grand-père, de mon père, de Michel était ici. Chaque vigne était un souvenir. Ma vie à la retraite était calme et ordonnée. Le matin, je me levais à 7 heures, je prenais mon petit déjeuner, croissant frais, café au lait mousseux, jus d'orange. Napoléon s'asseyait sous la table, attendait un morceau de mon croissant. Ensuite, je me promenais dans le vignoble, inspectais les raisins, parlais avec Pierre et Laurent. L'après-midi, je lisais des livres, surtout des romans policiers, Agatha Christie, Georges Simenon. Le soir, j'écoutais de la musique, La vie en rose d'Édith Piaf, Ne me quitte pas de Jacques Brel. Une fois par semaine, j'allais au centre de Bordeaux, je rencontrais mes anciens amis pharmaciens, nous prenions un café place de la Bourse. Étais-je seule? Oui. Étais-je malheureuse? Non. C'était une solitude paisible. Michel me manquait chaque jour. Je voulais le voir dans le vignoble, entendre sa voix, tenir sa main. Mais la vie continuait. Je continuais. Cette situation montrait que j'avais une vie calme. Jusqu'à ce matin d'octobre, quand on a frappé à ma porte. Il était 10 heures. Je buvais du café. Napoléon était sur mes genoux. On a frappé à la porte. Napoléon a sursauté, dressé les oreilles, grogné. « Calme-toi, Napoléon, c'est juste la porte, ai-je dit. » Quand j'ai ouvert la porte, devant moi se tenait une femme d'environ 42 ans, élégamment vêtue. Pantalon noir ajusté, chemisier blanc, rouge à lèvres rouges. Cheveux très courts, coupe pixie, noire. Dans une main, une grande valise, dans l'autre, un bouquet de fleurs. Sur son visage, un énorme sourire rayonnant. « Tante Madeleine, dit-elle en ouvrant les bras, comme si elle allait me serrer dans ses bras. Tu ne me reconnais pas? C'est Isabelle, la fille de ton cousin Gérard. » Je me suis arrêtée un instant. J'ai rapidement cherché dans mon cerveau. Gérard, le jeune frère de mon père. Il y avait 10 ans de différence entre eux. Gérard avait toujours été un homme paresseux, irresponsable, obsédé par l'argent. En 1995, quand mon grand-père est mort, il avait laissé le vignoble à mon père, parce que Gérard n'était pas fiable. Gérard s'était mis en colère, avait crié « Ce vignoble est aussi mon droit !» Mon père avait dit « Tu vendrais le vignoble pour le boire, ce vignoble est l'honneur de notre famille !» Gérard s'était fâché, avait déménagé à Lyon en 1998. Nous avions perdu contact. Isabelle, je me souvenais. C'était une petite fille, 10-12 ans, la dernière fois que je l'avais vue en 1998. Quand Gérard déménageait à Lyon, elle était avec lui, une enfant silencieuse, timide. Maintenant, à 42 ans, elle se tenait devant moi, souriait, tendait des fleurs. « Isabelle, dis-je avec étonnement, mon Dieu, tu as tellement grandi !» Oui, tante Madeleine, son sourire s'élargit encore plus. 22 ans sont passés, n'est-ce pas? J'ai maintenant 42 ans, mais je ne t'ai jamais oublié. Elle m'a serré dans ses bras. Son parfum sentait très fort, lourd, synthétique, étouffant. J'allais presque tousser.
L'étreinte était très serrée, trop longue. Finalement, je me suis reculée. Isabelle, c'est une telle surprise. Pourquoi es-tu ici? Tout va bien? Tout va bien, tante Madeleine. Je t'ai manqué. Et j'ai entendu qu'oncle Michel est mort. J'étais très triste. Tu es seule maintenant, n'est-ce pas? Un sentiment étrange s'est formé en moi. Comment l'avait-elle appris? Michel était mort il y a 5 ans. Pendant 5 ans, Isabelle n'avait jamais appelé, jamais envoyé de lettres. Maintenant, soudainement, elle était là. Oui, je suis seule, dis-je prudemment. C'est pour ça que je suis là. Isabelle prit sa valise, avança comme si elle allait entrer. J'étais seule aussi à Lyon. J'ai quitté mon travail, j'étais assistante administrative à l'hôpital, mais j'ai fait un burn-out, tu sais. J'ai pensé, pourquoi ne pas prendre un nouveau départ? Pourquoi ne pas aller chez ma chère tante? Je peux t'aider, te tenir compagnie. Ne sommes-nous pas une famille? Ma tête était confuse. C'était trop soudain, trop improvisé. Mais en même temps, était-ce logique? Peut-être qu'elle était vraiment seule, peut-être qu'elle voulait vraiment aider. Bien sûr, Isabelle, entrez, dis-je avec hésitation. Faisons du thé et parlons. Elle est entrée. Elle a posé sa valise près de la porte. Puis elle a regardé partout dans la maison. Lentement, attentivement, ses yeux semblaient scanner chaque détail. Plafond, murs, meubles, tableaux, tapis. Sa main passa sur la rampe, ses doigts glissèrent sur le bois. Quelle belle maison, tante Madeleine, dit-elle. Sa voix était douce, mais dans ses yeux il y avait une autre expression, un regard calculateur, évaluateur. Ce vignoble doit valoir combien? Je suis sûre qu'il vaut des millions d'euros. À ce moment, une très petite, très légère sonnette d'alarme a retenti dans mon esprit. Dire « la maison vaut combien » dans la première minute, n'était-ce pas étrange? Mais je l'ai ignoré. C'était peut-être juste un commentaire, une observation, mais j'étais toujours choquée. C'était quoi ce truc? Dans la cuisine, j'ai fait du thé. Isabelle s'est assise à la table, a croisé les jambes, dans une position confortable, comme si cette maison était la sienne. Napoléon est entré dans la cuisine, a vu Isabelle, s'est arrêté immédiatement. Sa queue s'est gonflée, ses poils se sont hérissés, il a grogné, un grognement profond, menaçant. « Napoléon, calme-toi » ai-je dit. Mais Napoléon n'a pas écouté. Il regardait Isabelle, grogné. Isabelle a ri. « Les chats ne m'aiment jamais, tante Madeleine. Je ne sais pas pourquoi. Mais je connaissais Napoléon. Il n'aimait pas seulement les étrangers. Non, il sentait les mauvaises personnes. Et maintenant, il regardait Isabelle comme ça, comme s'il voyait un danger. En buvant le thé, Isabelle m'a raconté sa vie. Elle avait travaillé 15 ans dans un hôpital à Lyon, assistante administrative. Dossier de patients, papiers, documents médicaux. Je gérais tout ça, dit-elle. Mais elle avait quitté son travail il y a 3 mois. Burn-out, stress. J'étais très fatiguée, dit-elle. Divorcée, son ex-mari était à Lyon, mais ils ne se voyaient pas. Pas d'enfants, pas d'amis. Je suis complètement seule, tante Madeleine, exactement comme toi. Nous sommes toutes les deux seules, n'est-ce pas? Nous pourrons nous soutenir mutuellement. Ça semblait logique. Et j'étais une personne au bon cœur. J'avais toujours été comme ça. C'était peut-être ma plus grande faiblesse. Faire confiance aux gens immédiatement. Donner à chacun une seconde chance. Alors maintenant, où restes-tu? Ai-je demandé. Isabelle posa sa tasse, me regarda. Dans ses yeux, il y avait une expression pleine d'espoir. Eh bien, en fait, je n'ai pas encore trouvé de logement. Rester à l'hôtel coûte très cher. J'ai pensé, peut-être, puis-je rester ici? Juste quelques semaines, jusqu'à ce que je trouve un travail, jusqu'à ce que je trouve un appartement. Je ne prendrai pas beaucoup de place, je te le promets. J'ai hésité. C'était trop rapide. Je ne l'avais pas vue depuis 22 ans. Et maintenant, elle allait emménager chez moi? Mais elle me regardait avec tant d'espoir, tant de vulnérabilité, que je ne pouvais pas dire non. Michel disait toujours « Madeleine, ton cœur est trop doux, les gens en profitent. » Mais je croyais aider les gens est juste, s'occuper de la famille est important. Et cette fois aussi, j'ai dit « reste », sans savoir ce qui allait m'arriver. « Bien sûr, Isabelle, dis-je, il y a une chambre d'amis à l'étage, tu peux y rester, mais seulement quelques semaines, d'accord ?» Les yeux d'Isabelle ont brillé, vraiment brillé, comme si une lumière intérieure s'était allumée. « Merci beaucoup, tante Madeleine. Je ne serai pas un fardeau pour toi, je te le promets.
Au contraire, je vais t'aider. Dans les tâches ménagères, dans le vignoble, dans tout. Tu as 68 ans, tu dois te reposer. Je suis jeune, j'ai de l'énergie, je m'occuperai des choses. Le fait qu'elle souligne que j'avais 68 ans, c'était encore étrange. Mais je l'ai ignoré. Et voilà, ce jour-là, à ce moment-là, sans m'en rendre compte, j'ai pris ma décision. J'ai laissé entrer un serpent dans ma vie, un serpent qui distillait du poison lentement, silencieusement. La première semaine, Isabelle était une invitée parfaite. Chaque matin, elle se levait à 6h30, avant moi. Elle préparait le petit déjeuner, jus d'orange fraîchement pressé, croissants, achetés à la boulangerie, mais quand même, confiture, beurre. Tante Madeleine, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Repose-toi, je m'occupe de tout, disait-elle. Elle nettoyait la maison chaque jour, du matin au soir. Aspirateur, serpillière, nettoyage des vitres. Tante Madeleine, cette maison est très grande, je dois t'aider, disait-elle. Elle cuisinait coq au vin, bœuf bourguignon, tarte tatin, les plats préférés de Michel. Pour se souvenir donc Michel, nous devons faire ses plats préférés, disait-elle. Elle se promenait dans le vignoble, parlait avec Pierre et Laurent. Ce vignoble est magnifique, mais il y a beaucoup de travail. Tante Madeleine est âgée, je dois l'aider, leur disait-elle. J'étais heureuse, vraiment heureuse. Avoir une autre personne à la maison apportait une vivacité, une énergie. Je n'étais plus seule au repas le soir. Isabelle était assise en face de moi. Nous parlions de littérature, de musique, de souvenirs. Isabelle semblait très polie, très attentionnée. Il n'y avait qu'une chose, Napoléon. Napoléon détestait Isabelle. Il grognait toujours, s'enfuyait, se cachait. Un jour, Isabelle dit « Tante Madeleine, peut-être que Napoléon devrait aller chez le vétérinaire, il est très agressif. » « Non, dis-je sèchement. Napoléon va bien, il ne s'habitue pas aux étrangers. » Mais intérieurement, je me demandais pourquoi Napoléon était-il si opposé? La deuxième semaine, des choses étranges ont commencé à se produire. Un matin, pendant le petit déjeuner dans la cuisine, Isabelle m'a demandé « Tante Madeleine, as-tu un testament ?» Ma fourchette est tombée de ma main. Elle a heurté l'assiette en faisant du bruit. « Qu'as-tu dit ?»« Un testament? As-tu un testament légal ?» Je l'ai regardée. Sur son visage, il y avait une expression innocente, comme si elle avait posé une question très normale. « Isabelle, c'est une question très étrange. Pourquoi demandes-tu ?»« Oh, je suis désolée, tante Madeleine. » Elle tendit la main, toucha ma main. « Je ne voulais pas te blesser. Mais tu sais, j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai vu beaucoup de choses. Les gens meurent subitement, les familles sont prises au dépourvu. Tu as 68 ans, oncle Michel est aussi mort subitement. Tu dois avoir un testament, par précaution, pour avoir l'esprit tranquille. » Était-ce logique? Peut-être, mais j'étais quand même mal à l'aise. « J'en ai un, dis-je brièvement, chez mon avocat. »« Ah, très bien, c'est sage. » Elle a souri. Puis elle a hésité, comme si elle allait poser une autre question. « Et qu'est-ce qui est écrit dans le testament? Qui hérite du vignoble ?» Maintenant, j'étais vraiment mal à l'aise. Je l'ai regardée sévèrement. « Isabelle, c'est très, très personnel comme question. Pourquoi es-tu si curieuse ?»« Non, non, c'est mal compris. » Elle passa immédiatement à la défensive. Je veux dire, je fais aussi partie de la famille, n'est-ce pas? Même si nous ne nous sommes pas vus pendant 22 ans, je suis toujours ta nièce. J'étais juste curieuse. Mais bien sûr, c'est personnel, je comprends, excuse-moi. Ce jour-là, pour la première fois, j'étais vraiment mal à l'aise avec elle. Me demander mon testament, me demander le vignoble. N'était-ce pas trop tôt, trop direct? Mais je me suis convaincue. Peut-être qu'elle est devenue paranoïaque, parce qu'elle a vu beaucoup de morts à l'hôpital. Peut-être qu'elle est inquiète. La 3e semaine, Isabelle m'a emmenée chez le médecin. « Tante Madeleine, à ton âge, un contrôle régulier est très important. Tu dois aller chez le médecin tous les 6 mois. Quand y es-tu allée pour la dernière fois ?»« Il y a 1 an, ai-je dit. »« C'est trop long. Prenons rendez-vous immédiatement. Je t'accompagnerai. » Nous sommes allés chez mon médecin au centre de Bordeaux, Dr Moreau, mon médecin depuis 20 ans. Un homme gentil, attentif, fiable. J'ai passé un examen. Tension artérielle, 130/80, normal pour mon âge.
Cœur, régulier, sans problème. Poumons, propres. Résultat d'analyse sanguine, tout normal. Madame Beaumont, vous êtes très en bonne santé, dit docteur Moreau. C'est incroyable pour vos 68 ans. J'étais heureuse. Je suis sortie du cabinet de consultation, j'ai vu Isabelle dans la salle d'attente. Mais ensuite, docteur Moreau a appelé Isabelle de la porte. « Madame, puis-je vous parler une minute ?» Isabelle s'est levée, est entrée dans le cabinet. La porte s'est fermée. Mais elle ne s'est pas complètement fermée. Il restait un espace d'environ 5 cm. J'étais assise dehors, mais j'étais curieuse. Je me suis levée, je me suis approchée de la porte. J'ai entendu, les voix ne venaient pas, ils chuchotaient. La voix d'Isabelle. « Docteur, je dois vous dire quelque chose sur ma tante. Je suis inquiète. » Docteur Moreau. « À quel sujet ?» Au sujet de sa mémoire. Ces derniers jours, elle oublie certaines choses. L'autre jour, elle m'a raconté la même histoire 3 fois. Hier, au petit déjeuner, elle a oublié qu'elle avait déjeuné, elle voulait déjeuner à nouveau. Elle oublie la théière sur le feu, jusqu'à ce que l'eau s'évapore. La nuit, elle va aux toilettes, elle ne trouve pas son chemin. Je me suis figée. C'était complètement faux. Je n'oubliais rien, je ne répétais aucune histoire. Je n'avais pas oublié le petit déjeuner, je n'avais pas oublié la théière, je n'avais pas perdu les toilettes. Complètement faux. La voix de docteur Moreau. « Madame, je connais très bien Madeleine Beaumont. Elle est mentalement extrêmement vive. Lors de l'examen d'aujourd'hui, il n'y avait aucun symptôme. » Mais docteur, s'il vous plaît, faites attention. Ce sont peut-être les premiers symptômes. Peut-être que ce n'est pas encore visible dans les tests, mais il y a des symptômes à la maison. Il y a des antécédents d'Alzheimer dans la famille, vous savez. Vraiment? Quels parents? Isabelle a hésité, je l'ai entendu. Eh bien, son grand-père, je pense, ou sa grand-mère, je ne me souviens pas exactement, mais c'est certain. Mensonge. Aucun de mes parents n'avait d'Alzheimer. Mon grand-père est mort à 85 ans, son esprit était très clair jusqu'au dernier jour. Ma grand-mère a vécu jusqu'à 90 ans, aucun signe de démence. D'accord, j'ai pris note, mais pour le moment, je ne vois aucun problème chez Madame Beaumont. Merci, docteur. Juste faites attention, s'il vous plaît. Peut-être que lors du prochain contrôle, nous pourrons faire des tests plus détaillés? La porte s'est ouverte. Je me suis immédiatement retirée. J'ai fait comme si je n'étais pas là, comme si je lisais un magazine. Isabelle est sortie, elle souriait. « Tu es prête, tante Madeleine? Allons-y. » Nous sommes montés dans la voiture. Je suis restée silencieuse. Ma tête était en désordre. Pourquoi Isabelle avait-elle menti au médecin sur ma mémoire? Pourquoi avait-elle dit qu'il y avait des antécédents d'Alzheimer? Pourquoi essayait-elle de me faire passer pour mentalement incompétente? Quand nous sommes arrivés à la maison, Isabelle allait préparer le repas dans la cuisine. J'ai dit « Je vais me reposer un peu ». Je suis montée. Mais je ne me suis pas reposée, j'ai réfléchi. J'avais un sentiment en moi. Aurais-je dû ne pas la prendre chez moi au début? J'étais un peu inquiète. Et puis, quelque chose m'est venu à l'esprit. Elle avait travaillé à l'hôpital, 15 ans, dossiers de patients, documents médicaux. Elle savait manipuler les documents. Et maintenant, elle essayait de me faire passer pour mentalement incompétente. Pourquoi? La réponse était évidente. Si je semblais mentalement incompétente, elle pourrait obtenir une procuration. Si elle avait une procuration, elle pourrait vendre le vignoble. Si elle vendait le vignoble, elle pourrait obtenir 2,5 millions d'euros. Mais j'étais peut-être paranoïaque, peut-être que j'exagérais, peut-être qu'Isabelle était vraiment inquiète. Le lendemain matin, je me suis levée tôt. Isabelle ne s'était pas encore réveillée. Des ronflements venaient de sa chambre. Je suis montée silencieusement, je me suis approchée de la porte de sa chambre. La porte était entr'ouverte. J'ai regardé à l'intérieur. La chambre était en désordre, vêtements sur le lit, chaussures par terre. Sur la table, il y avait un ordinateur portable, ouvert. À côté, un carnet. Je savais que c'était mal. Regarder les affaires de quelqu'un d'autre était mal. Mais une voix me disait « Regarde, Madeleine, regarde !» Je suis entrée dans la chambre. Je me suis approchée de la table. J'ai ouvert le carnet. Ce qui était écrit à l'intérieur m'a glacée. Mes mains ont commencé à trembler. Ma respiration s'est coupée. Mes genoux ont lâché. Page 1. Plan, Madeleine Beaumont, 68 ans, veuve, sans enfant. Valeur du vignoble, environ 2,5 millions d'euros. Objectif, obtenir une procuration dans les 6 mois, puis vendre le vignoble. Page 2. 15 octobre, j'ai rencontré Madeleine.
très facile, très naïve. Elle a immédiatement accepté, m'a prise chez elle. Première étape complétée. 20 octobre. J'ai demandé le testament. Elle ne sait pas que je dois connaître le testament. Qui est l'avocat? À rechercher. 25 octobre. Entretien avec Dr Moreau. J'ai signalé des problèmes de mémoire. Le docteur est méfiant, mais a pris note. Bien. Au fil du temps, j'ajouterai plus de symptômes. Dans 3 mois, le docteur pourra écrire que Madeleine est mentalement incompétente. Plan B. Si le docteur n'est pas convaincu, trouvez un autre docteur. Il faudra peut-être payer. Utilisez les anciennes connexions de Lyon. Docteur Fontaine écrira un rapport en échange d'argent. J'ai parlé aux ouvriers du vignoble. Pierre et Laurent sont très loyaux, mais âgés. Je peux les convaincre. Madeleine ne peut plus gérer le vignoble. Elle a besoin d'aide. Je vais l'aider. Ils peuvent aussi témoigner. Madame Rousseau, voisine, prudente, méfiante, l'éviter. Si elle se doute de quelque chose, le plan peut échouer. Objectif. Procuration en janvier, vente du vignoble en février, retour à Lyon en mars. 6 mois, peut-être moins. En lisant le carnet, le monde s'écroulait sur moi. Mes mains tremblaient tellement que les pages bougeaient. Ma poitrine était serrée, je ne pouvais pas respirer. Isabelle était venue ici pour voler le vignoble, pour me faire passer pour mentalement incompétente, pour obtenir une procuration, puis pour vendre le vignoble et s'enfuir. C'était un complot, systématique, planifié, un complot de sang-froid. En fermant le carnet, j'ai entendu un son. Des pas, venant de l'escalier. Isabelle s'était réveillée. « Tante Madeleine, où es-tu » Mon cœur s'est mis à battre follement. J'ai reposé le carnet sur la table. Était-il exactement à sa place d'origine? Je n'en étais pas sûre. J'ai couru vers la porte. Je suis sortie de la chambre. Je suis sortie dans le couloir. Et Isabelle était là, en haut de l'escalier. Elle me regardait. Il y avait quelque chose sur son visage. Une expression méfiante, calculatrice, froide, un peu de peur aussi. « Tante Madeleine, dit-elle lentement, que faisais-tu dans ma chambre ?»« Tante Madeleine, dit Isabelle lentement. Sa voix sortait doucement, mais dans ses yeux, il y avait une expression froide comme un glacier. Elle avait légèrement penché la tête sur le côté, me regardait, un regard évaluateur, calculateur. « Que faisais-tu dans ma chambre ?» La panique a explosé dans mon cerveau comme une bombe. Mes battements de cœur résonnaient dans mes oreilles. Ma bouche était complètement sèche, comme si j'avais avalé du sable. Mes paumes transpiraient, mes mains tremblaient. Une seconde, en une seule seconde, j'ai évalué chaque option. Option 1. Dire la vérité. J'ai trouvé ton carnet, je connais ton plan, je vais appeler la police. Non, pas encore. Les preuves concrètes n'étaient pas encore suffisantes. Un carnet, Isabelle pourrait dire « ce sont juste mes pensées, je rêvais, ce n'est pas un crime ». Option 2. Mentir. Mais quoi? Quelle excuse serait crédible? J'ai baissé les yeux, j'ai pris mon expression la plus innocente. Je n'étais pas dans ta chambre, Isabelle, ai-je dit. Ma voix tremblait légèrement, c'était une bonne chose, j'avais l'air vraiment surprise. J'étais dans la salle de bain est à côté de ta chambre, les portes se ressemblent. Isabelle m'a regardée, longtemps, silencieusement. Les secondes passaient, 5 secondes, 10 secondes, chaque seconde ressemblait à une heure. Ses yeux se sont plissés, ses sourcils ont bougé très légèrement, ses lèvres se sont pincées. M'avait-elle cru? Je n'en étais pas sûre. Puis son visage s'est détendu. « Ah, dit-elle, je comprends. Oui, les portes se ressemblent, tu as raison. » Elle a souri, mais ce sourire n'a jamais atteint ses yeux. Ses lèvres se sont courbées, mais il n'y avait aucune expression dans ses yeux, comme si elle portait un masque. J'ai préparé le petit déjeuner. On descend? Bien sûr, ai-je dit. Ma voix était maintenant plus déterminée. Nous sommes descendus ensemble l'escalier. Mais tout avait changé. L'air avait changé. Maintenant, je voyais Isabelle différemment. Elle n'était plus ma nièce, elle n'était plus cette gentille invitée. C'était une étrangère, dangereuse, manipulatrice, de sang-froid, une chasseuse, et j'étais devenue la proie. Et Isabelle aussi me regardait différemment, méfiante, prudente, calculatrice,
comme si un mur invisible s'était élevé entre nous. Nous nous sommes assis au petit déjeuner. Croissants, confitures, café. Tout semblait normal, mais le silence était lourd, étouffant. Napoléon est entré sous la table, s'est frotté contre mes jambes. Il sentait, quelque chose n'allait pas. Isabelle buvait son café en me regardant. Tante Madeleine, aujourd'hui, je vais aller au vignoble. Je vais parler avec Pierre et Laurent, apprendre comment s'est passée la récolte de cette année, planifiée pour l'année prochaine. Planifiée pour l'année prochaine, dit-elle, comme si elle allait rester ici, comme si ce vignoble était le sien. D'accord, ai-je dit. Intérieurement, j'étais soulagée. Si elle allait au vignoble, ça me donnerait du temps. Isabelle s'est levée, a pris sa veste, est sortie. Je l'ai regardée par la fenêtre. Elle a marché vers le vignoble, a disparu à l'horizon. J'ai immédiatement pris le téléphone. Mes mains tremblaient encore, mais j'ai composé le numéro. « Madame Rousseau, c'est Madeleine. Peux-tu venir? C'est urgent. Je dois te montrer quelque chose. » La voix de Madame Rousseau était pleine d'alarme. « Qu'est-ce qui s'est passé, Madeleine? Tu vas bien? »« Oui, mais, s'il vous plaît, venez, immédiatement. » 15 minutes plus tard, Madame Rousseau a frappé à ma porte. Je l'ai fait entrer, nous sommes passés au salon, j'ai fermé les portes, tiré les rideaux. « Personne ne doit nous entendre, ai-je dit. » Les yeux de Madame Rousseau se sont agrandis. « Madeleine, tu me fais peur. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je me suis assise, je lui ai tout raconté. Je sentais les mots se déverser rapidement de ma bouche, l'arrivée d'Isabelle, sa question sur le testament, les mensonges qu'elle a dits au médecin, le carnet, le plan. Je ne pouvais pas montrer le carnet, il était dans la chambre d'Isabelle, je n'avais pas osé le prendre, mais j'ai raconté chaque mot, chaque ligne de mémoire. Madame Rousseau allait écouter. Son visage pâlissait progressivement, ses lèvres se tendaient, ses mains se fermaient en poing. Quand j'ai fini, elle a pris une profonde inspiration. « Madeleine, dit-elle doucement, mais sa voix tremblait, c'est très grave, très dangereux. Cette femme essaie de t'escroquer, systématiquement, de sang-froid. Tu dois aller à la police immédiatement. » « Mais les preuves sont-elles suffisantes ?» ai-je dit désespérément. « Un carnet !» Isabelle pourrait dire « Ce sont juste mes pensées, je rêvais, ce n'est pas illégal. » Les mensonges qu'elle a dit au médecin, peut-être qu'elle dira « J'étais inquiète, j'ai exagéré. » Elle n'a pas encore commis de crime concret. Madame Rousseau s'est arrêtée, elle a réfléchi, puis « Tu as raison, dit-elle, ce n'est pas encore suffisant, alors tu dois rassembler plus de preuves. Mais tu dois être très, très prudente. Si Isabelle se rend compte que tu connais son plein, elle peut paniquer, et les gens qui paniquent sont dangereux, imprévisibles. Que dois-je faire? Ma voix se brisait. Nous étions toutes les deux excitées et effrayées. Madame Rousseau s'est penchée en avant, a tenu ma main. Écoute-moi attentivement. Premièrement, aujourd'hui, tu vas voir ton avocat. Tu vas changer ton testament, tu vas retirer Isabelle du testament, tu vas t'assurer qu'elle ne peut rien obtenir. Deuxièmement, tu vas aller voir Dr Moreau, tu vas lui expliquer qu'Isabelle a menti, tu vas obtenir un rapport médical officiel, que tu es mentalement saine. Troisièmement, tu vas tout documenter, chaque conversation, chaque événement, date, heure, témoin. Quatrièmement, ne reste jamais, jamais seule avec Isabelle. Je viendrai ici tous les jours, je te contrôlerai. J'ai hoché la tête. Notre plan était prêt. Mais en moi, il y avait de la peur, une grande, sombre, noire peur. Qu'allait faire Isabelle ensuite? Cet après-midi-là, je suis allée au centre de Bordeaux. J'ai dit à Isabelle, je vais rencontrer mes amis pharmaciens, je reviendrai ce soir. Mais en réalité, j'allais au bureau de Maître Dufour, au bureau de mon avocat. Le bureau de Maître Dufour était dans une rue étroite, juste derrière la place de la Bourse, dans un vieux bâtiment, au 3e étage. Il n'y avait pas d'ascenseur, j'ai monté les escaliers, bois profond, marche grinçante. À la porte, plaque de laiton, Maître Pierre Dufour, avocat. J'ai frappé à la porte. De l'intérieur, entrez. « Madeleine !» Il s'est levé, a serré ma main. « Quelle surprise! Tu n'as pas pris rendez-vous, mais bien sûr, assieds-toi. Il y a un problème ?» Je me suis assise, en face du bureau en bois devant lui. Le bureau était démodé, livres reliés en cuir, armoire à dossier en bois, lampe abat-jour en verre vert. Par la fenêtre, on pouvait voir la Garonne. Et puis,
J'ai tout raconté. C'était la 3e fois que je racontais, à Madame Rousseau, maintenant à Maître Dufour. À chaque fois que je racontais, c'était plus facile, les mots sortaient plus clairement. Maître Dufour a écouté. Il a retiré ses lunettes, les a nettoyées, les a remises. Il a froncé les sourcils. Puis, il s'est penché en avant, a posé ses mains sur le bureau. Madeleine, dit-il d'une voix sérieuse, c'est une situation très dangereuse, très grave. Isabelle essaie clairement de t'escroquer. Son objectif est d'obtenir une procuration. Si elle réussit, tout est bien, maison, vignoble, compte bancaire, tout passe sous son contrôle. Alors, elle peut te mettre dans une maison de retraite, vendre le vignoble, prendre l'argent et disparaître. Mon estomac s'est retourné. J'avais un goût métallique dans la bouche. Mais comment peut-elle obtenir une procuration? Je ne vais pas la lui donner. Non, bien sûr que tu ne la donneras pas. Mais regarde, dans le droit français, si une personne est jugée mentalement incompétente, démence, Alzheimer, psychose, le tribunal peut nommer un tuteur, généralement le membre de la famille le plus proche. Si Isabelle semble être le seul membre de la famille, le tribunal peut lui donner. Mais je suis mentalement saine. Je sais, mais Isabelle ment au médecin. Elle dit « Madeleine perd la mémoire ». Si plusieurs rapports médicaux la soutiennent, le tribunal peut être convaincu. Ma tête commençait à tourner. Alors, que dois-je faire? Maître Dufour a sorti des papiers de son bureau. Voici ce que nous allons faire. Premièrement, nous allons mettre à jour ton testament immédiatement. Nous allons retirer Isabelle explicitement, nominalement de ton testament. 0 € pour elle, 0 part. Ainsi, au tribunal, si un procès est intenté, ce sera clairement visible. Tu ne veux rien laisser à Isabelle. Deuxièmement, nous allons préparer une procuration de confiance. Tu donneras pouvoir de procuration à une personne, quelqu'un en qui tu as confiance, qui n'entrera en vigueur que si tu deviens mentalement incompétente. Fais-tu confiance à Madame Rousseau? Oui, complètement. Parfait, nous lui donnerons. Ainsi, le tribunal ne pourra pas donner de procuration à Isabelle parce que tu as déjà choisi quelqu'un. Troisième mois, tu obtiendras des rapports médicaux de plusieurs médecins, de Dr Moreau, peut-être d'un autre neurologue. Les rapports doivent indiquer clairement « tu es en bonne santé, tu es mentalement vive, il n'y a aucun signe de démence ». Ce jour-là, j'ai passé 2 heures au bureau. Les documents ont été préparés. Le Nouveau Testament, j'ai lu attentivement chaque ligne. À ma nièce, Isabelle Moreau, aucun bien, aucune part n'est laissée. Très dur, très clair, mais c'était nécessaire. Le document de procuration en faveur de Madame Rousseau n'entrera en vigueur qu'en cas d'incompétence mentale de Madeleine Beaumont. Tout a été signé, authentifié par notaire, Maître Dufour a appelé le notaire à son bureau, tout était officiel, légal. Quand je suis sortie du bureau, pour la première fois depuis l'arrivée d'Isabelle, je me suis un peu détendue. Maintenant, il y avait une protection. Maintenant, il y avait un bouclier. Je suis rentrée à la maison. Isabelle m'attendait à la porte. « Tante Madeleine, tu es enfin rentrée. Où étais-tu? Tu es rentrée très tard. J'étais inquiète. » J'ai longuement parlé avec mes amis, ai-je dit. Je devais mentir. Quels amis? Une lueur suspecte est apparue dans ses yeux. Mes amis pharmaciens, mes anciens collègues, nous nous sommes retrouvés à la pharmacie de la rue Sainte-Catherine. Ah, elle s'est arrêtée, ses yeux se sont rétrécis. Je connais cet endroit, ta ancienne pharmacie. Tu y vas encore? Parfois, pourquoi demandes-tu? Juste curieuse. Elle s'est levée, s'est approchée de moi. Elle a posé sa main sur mon épaule. Son toucher était froid, lourd. « Tu sais, tante Madeleine, je te trouve très fatiguée. Tu as des cernes sous les yeux. Peut-être que tu ne devrais pas t'en socialiser. Ton âge avance, tu as besoin de plus de repos. Reste à la maison, je m'occupe de toi. » Elle essayait de m'isoler, tactique de manipulation classique, couper la victime du monde extérieur, couper les liens sociaux, ainsi le contrôle devient plus facile. En tant que pharmacienne, j'avais lu sur ces choses, abus envers les personnes âgées, tactique de manipulation. Maintenant, ça m'arrivait à moi. « Non, Isabelle !» ai-je dit d'une voix déterminée. J'ai enlevé sa main de mon épaule. Je suis très en bonne santé. Socialiser me fait du bien. Passer du temps avec mes amis me rend heureuse. Je vais continuer. Le visage d'Isabelle s'est tendu. 1 seconde, juste 1 seconde, de la colère a brillé dans ses yeux. Mais elle l'a immédiatement masqué. « Bien sûr, dit-elle, comme tu veux, tante Madeleine. » Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis tournée et retournée dans le lit.
Napoléon était à côté de moi, miaulait, semblait inquiet. J'ai regardé par la fenêtre. La lune était brillante, le vignoble brillait dans une lumière argentée. J'ai pensé, que va faire Isabelle maintenant? Son plan commençait à échouer, je voyais son jeu, elle le savait. Allait-elle devenir plus agressive? Allait-elle reculer? Ou... J'ai obtenu la réponse le lendemain matin. Au petit déjeuner, croissant, café, silence, Isabelle m'a tendu une enveloppe. Blanche, papier épais. Il y avait un sceau officiel dessus. « Tante Madeleine, je veux te montrer quelque chose. » J'ai pris l'enveloppe. Elle était lourde, comme s'il y avait un document dedans. Je l'ai ouverte. Quand j'ai vu le document qui en sortait, le sang s'est retiré de mon visage. Titre : Rapport d'évaluation psychologique et neurologique, Madame Madeleine Beaumont. Sous-titre : Docteur Luc Fontaine, neurologue, hôpital universitaire de Lyon. J'ai lu le rapport. Mes mains ont commencé à trembler. Mes yeux se sont embués. Chaque mot était comme planter un couteau. Patiente, Madeleine Beaumont. Date de naissance, 15-3-1955, 68 ans. Plainte. Évaluation suite à signalement d'un membre de la famille. Perte de mémoire, désorientation temporelle et spatiale, difficultés dans les activités quotidiennes, changement de personnalité. Examen physique, normal. Examen neurologique, Mini Mental State Examination, MMSE, appliqué. Score, 22 sur 30. Normal, entre 27-30. Entre 20 à 24, indicateur de démence légère. Évaluation. Il a été constaté que la patiente présente des symptômes de démence précoce, probablement de type Alzheimer. Nécessite un soutien dans les activités de la vie quotidienne. Recommandations. Suivi neurologique régulier, tous les 3 mois. Initiation d'un traitement antidémence, Donepezil 5 mg. Soutien familial dans les activités de la vie quotidienne. Il est fortement recommandé d'établir une procuration légale. La patiente perd sa capacité à prendre des décisions indépendantes. Docteur Luc Fontaine, neurologue, hôpital universitaire de Lyon. J'ai laissé tomber le document. Il est tombé sur la table. Mes mains tremblaient. Ma respiration était coupée. C'est quoi ça, Isabelle? Isabelle semblait calme, très calme. Elle souriait, un sourire doux, inquiet. Tante Madeleine, la semaine dernière, je t'ai emmenée voir un spécialiste à Lyon. Docteur Fontaine, un neurologue très célèbre. Tu ne te souviens pas de lui? Ma tête tournait. Non, je ne suis allée nulle part. Je ne suis pas allée à Lyon. Mais tante Madeleine, Isabelle s'est penchée en avant, a tenu ma main. Sa main était froide, serrée. Tu vois, c'est un symptôme de démence, perte de mémoire. Nous y sommes allés. Mardi matin, nous sommes montés en voiture tôt. Nous sommes allés à Lyon. Docteur Fontaine t'a examiné, a fait des tests. Ça a duré 3 heures. Puis nous sommes revenus. Tu oublies ça, parce que ta mémoire s'en va, tante Madeleine. Mensonge! Je me suis levée d'un bond. La chaise s'est renversée et tombée par terre avec bruit. Je ne suis allée voir aucun docteur Fontaine. Ce rapport est faux. Tu l'as inventé. Isabelle s'est levée lentement. Sur son visage, il y avait encore cette expression inquiète, mais dans ses yeux, il y avait autre chose. Une lueur froide, calculée. Tante Madeleine, s'il te plaît, calme-toi. Je sais, c'est très choquant. Recevoir un diagnostic de démence, c'est très effrayant. Mais tu dois accepter la réalité. Tu es en train de tomber malade. Mais ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais t'aider, je vais m'occuper de toi. Tu es ma chère tante. Non, ai-je dit. Ma voix tremblait, mais les mots étaient nets. Tu ne vas pas t'occuper de moi. Tu vas partir, maintenant. Le visage d'Isabelle a changé. Lentement, progressivement, ce masque doux a fondu. La chaleur dans ses yeux s'est éteinte. Ses lèvres se sont aplanies. Et la femme qui se tenait devant moi n'était plus cette nièce inquiète. C'était quelqu'un de froid, menaçant, complètement étranger. « Je ne pars pas », dit-elle d'une voix plate.
Aucune menace, aucune émotion, juste un fait simple. Je suis ta nièce, tu tombes malade, ce rapport le prouve. J'ai le droit de m'occuper de toi, le droit légal. Et si tu continues à résister, j'irai au tribunal, je présenterai ce rapport, j'obtiendrai une procuration et je m'occuperai de toi de force. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas de la peur, c'était de la colère. J'avais fait 40 ans de pharmacie. J'avais soigné des milliers de patients. Je n'avais jamais menti à personne, n'avais jamais trompé personne. Et maintenant, cette femme me mentait, essayait de me faire passer pour malade, essayait de voler ma vie. Non. Va au tribunal alors, ai-je dit. Ma voix était froide, d'acier. Et là-bas, tu rencontreras mon avocat, maître Pierre Dufour. Tu le connais, n'est-ce pas? L'un des meilleurs avocats de Bordeaux. Pour la première fois, de la surprise est apparue sur le visage d'Isabelle. Ton avocat? Oui, hier je l'ai rencontré. Nous avons préparé un nouveau testament. J'ai fait un pas en avant, je l'ai regardé dans les yeux. Tu as été retirée du testament, Isabelle, complètement retirée. 0 € pour toi, 0 part. Tu n'obtiendras rien. Et la procuration a été donnée à Madame Rousseau, de confiance authentifiée par notaire. Le tribunal ne peut rien te donner. Silence, long, lourd silence. Le visage d'Isabelle est progressivement devenu rouge vif. Les veines de son cou se sont gonflées. Ses mains se sont fermées en poing. Sa voix ne sortait pas. Elle a réessayé. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta famille. Non, ai-je dit froidement, tu n'es pas de la famille. Ma famille, c'était Michel. Ma famille, c'est Madame Rousseau, Pierre, Laurent, des gens qui me sont loyaux. Toi, tu es une escroc, une voleuse. Et je veux que tu partes, maintenant, dans 30 minutes. Sinon, j'appelle la police. Isabelle m'a regardée, longuement, menaçante, d'un regard glacial. Puis, d'accord, dit-elle doucement, je pars. Mais sache ceci, Madeleine. Elle a pris le rapport de la table, l'a agité. Ce rapport est réel, le docteur est réel, et je vais le présenter au tribunal. Et tu vas perdre, parce que tu es vraiment malade, tu refuses juste de l'accepter. Et un jour, quand ce sera trop tard, quand tu auras complètement perdu la tête, tu m'appelleras, tu me voudras, mais je ne serai pas là. Elle s'est retournée, a monté les escaliers. Des bruits venaient d'en haut, tiroirs s'ouvrant, affaires se rassemblant, valises se fermant. 20 minutes plus tard, elle est descendue. Elle avait 2 valises, la valise venue et aussi un petit sac à dos. Elle a marché vers la porte. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Elle m'a regardée une dernière fois. « Ce n'est pas fini, Madeleine, dit-elle doucement. Sa voix était calme, mais les mots étaient glacés. Je suis toujours un membre de la famille. J'ai des droits légaux. Ce rapport est entre mes mains. Nous nous verrons au tribunal. Et je gagnerai. » Elle a ouvert la porte, elle est sortie. La porte s'est fermée. Je suis restée là, dans le salon, silencieusement. Mes jambes tremblaient. Je me suis assise par terre, pas sur la chaise, par terre, sur le tapis. Napoléon est venu, a sauté sur mes genoux, a miaulé, a léché mon visage. J'ai commencé à pleurer. Pour la première fois depuis l'arrivée d'Isabelle, j'ai pleuré. De peur, de colère, de fatigue, mais aussi de soulagement. Elle était partie. Elle avait quitté la maison. J'avais gagné. Mais une petite voix chuchotait. « As-tu vraiment gagné ? Elle a toujours ce faux rapport. » Et elle avait raison. 2 jours plus tard, mardi matin, Madame Rousseau et moi sommes allés au bureau de Dr Moreau. Nous avions pris rendez-vous, avions dit que c'était urgent. Dr Moreau nous a accueillis dans son cabinet. Il avait l'air sérieux. « Madame Beaumont, Madame Rousseau, asseyez-vous s'il vous plaît. Au téléphone, vous avez dit urgence. Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai posé le faux rapport d'Isabelle sur son bureau. « Docteur, pourriez-vous examiner ce rapport s'il vous plaît ?» Docteur Moreau a pris le rapport, a mis ses lunettes, a commencé à lire. Ses sourcils se sont progressivement froncés. Ses lèvres se sont pincées. Il a continué à lire. Puis, il a posé le rapport sur le bureau, a retiré ses lunettes. « Ce rapport est faux », dit-il d'une voix catégorique. Je me suis détendue, mais j'étais aussi curieuse. Comment l'avez-vous compris ? Plusieurs raisons.
Premièrement, docteur Luc Fontaine. Je connais tous les neurologues de Lyon. Nous nous rencontrons lors de conférences, je lis leurs articles. Je ne connais aucun docteur Luc Fontaine. Deuxièmement, le sceau sur le rapport. Le sceau officiel de l'hôpital universitaire de Lyon ne ressemble pas à ça. Je connais le sceau de cet hôpital, il est différent. Troisièmement, votre score MMSE. Ce rapport dit 22. Mais je vous ai fait passer le MMSE il y a 6 mois. Votre score était de 29. Passer de 29 à 22 en 6 mois est impossible. La démence ne progresse pas aussi vite. Alors, qui a préparé ce rapport ? Je ne sais pas, mais vous avez dit qu'Isabelle travaillait dans un hôpital à Lyon. Peut-être qu'elle a des connexions là-bas. Peut-être qu'elle a volé un formulaire, copié un sceau, créé un faux rapport. Ou peut-être que quelqu'un l'a aidée en échange d'argent. Que dois-je faire ? Vous devez aller à la police. C'est un crime grave. Établir un faux document médical. Il y a 3 ans de prison en France. Mais d'abord, j'ai besoin de votre vrai rapport. Si Isabelle va au tribunal, je dois être prête à me défendre. Bien sûr, maintenant je vais faire une évaluation complète. Ce jour-là, j'ai passé 2 heures dans le cabinet de Dr Moreau. Évaluation neurologique complète, test de mémoire, mémoriser une liste de mots, rappel, test d'orientation, date d'aujourd'hui, lieu où nous sommes, nom du président, test cognitif, mathématiques, logique, langage, test physique, réflexe, équilibre, coordination. Résultat, excellent. Mon score MMSE, 29 sur 30. 1 point perdu seulement. Petite erreur dans le dessin d'une forme géométrique complexe, complètement normale. Dr Moreau a préparé un rapport officiel. Madame Madeleine Beaumont, 68 ans, pharmacienne retraitée. Évaluation neurologique complète effectuée. Résultat, la patiente est mentalement complètement vive et en bonne santé. Aucun signe de démence, de troubles cognitifs ou de maladie neurologique. Score MMSE, 29 sur 30, excellent pour son âge. Évaluation, Madame Beaumont est complètement indépendante dans les activités de la vie quotidienne. Elle a pleinement la capacité de prendre des décisions financières, de gérer des biens, de prendre des décisions légales. Ne nécessite pas de procuration. Docteur Henri Moreau, MD, médecin généraliste, Bordeaux. J'ai apporté ce rapport à Maître Dufour. Je lui en ai donné une copie, j'en ai gardé une, j'en ai envoyé une à ma banque, à mon vignoble, pour que tout le monde sache. Excellent, dit Maître Dufour. Maintenant, si Isabelle fait appel au tribunal, nous sommes prêts. Et elle a fait appel. Une semaine plus tard, le 8 décembre au matin, le courrier est arrivé. À l'intérieur, il y avait une enveloppe officielle du tribunal de la famille de Bordeaux. Madame Madeleine Beaumont, vous êtes convoquée à comparaître au tribunal de la famille de Bordeaux le 15 décembre 2023 à 10 h. Affaire Isabelle Moreau vs Madeleine Beaumont. Objet demande de procuration, allégation d'incompétence mentale. Le jour du tribunal est arrivé. 15 décembre, un samedi matin froid et pluvieux, moi, Maître Dufour et Madame Rousseau étions dans le bâtiment du tribunal. Place Péberlan, vieux bâtiment en pierre, architecture néoclassique, couloir froid. Nous sommes entrés dans la salle. La salle d'audience était froide, plafond haut, lumière pâle. Au premier rang, Isabelle était assise, avec son avocat, un homme d'âge moyen en costume élégant. La juge est arrivée, d'âge moyen, en robe noire, visage sérieux. Madame juge Claire Dubois. Elle s'est assise à l'estrade. L'audience est ouverte. Affaire Isabelle Moreau vs Madeleine Beaumont. Madame Moreau, vous demandez une procuration pour Madame Beaumont. Expliquez vos raisons. L'avocat d'Isabelle s'est levé. Madame la juge, ma cliente, Madame Isabelle Moreau, est la nièce de Madame Beaumont. Madame Beaumont a 68 ans, veuve, sans enfant, vit seule dans sa maison de vignoble à Saint-Émilion. Ces derniers mois, de graves signes de déclin mental ont été observés chez Madame Beaumont. Perte de mémoire, désorientation, diminution de la capacité de prise de décision. Ma cliente s'inquiète pour la sécurité de Madame Beaumont. Voici le rapport médical. Il a tendu le faux rapport, le rapport de Dr Fontaine, à la juge. La juge a pris le rapport, l'a examiné. Silence, long silence, puis elle a levé la tête. Docteur Luc Fontaine, de Lyon. Connaissez-vous ce docteur, Madame Moreau ? Isabelle s'est levée.
Oui, madame la juge, Dr Fontaine est un neurologue très respecté. Il travaille à l'hôpital universitaire de Lyon. La juge a pris note. Puis, continuez, dit-elle. L'avocat d'Isabelle. Madame la juge, ma cliente aime Madame Beaumont, veut s'occuper d'elle, mais Madame Beaumont refuse d'accepter sa maladie, refuse l'aide. Cette situation est dangereuse. Madame Beaumont vit seule dans une grande maison de vignoble, elle peut tomber, oublier, avoir un accident. Nous demandons que vous accordiez la procuration. La juge s'est tournée vers Maître Dufour. Défense. Maître Dufour s'est levé. Madame la juge, j'objecte, l'allégation est totalement sans fondement. Voici les faits. Premièrement, ce rapport est faux. Docteur Luc Fontaine n'existe pas. Résultat de la requête officielle auprès de l'Ordre des médecins de Lyon, voici le document. Il n'y a aucun médecin enregistré sous ce nom. Il a tendu le document à la juge. Des chuchotements se sont élevés dans la salle d'audience. La juge a levé les sourcils. Elle a examiné le document. Madame Moreau, c'est une allégation grave. Expliquez. Le visage d'Isabelle a pâli. Ce docteur est réel, j'en suis sûre. Peut-être qu'il y a une erreur d'enregistrement. Peut-être qu'il est nouvellement diplômé, pas encore enregistré. Un médecin non enregistré ne peut pas examiner de patient, Madame Moreau. C'est interdit. Si c'est le cas, ce médecin commet un crime. Ou, la voix d'Isabelle tremblait, ou peut-être qu'il y a eu une erreur dans la requête de l'ordre. La juge s'est durcie. L'ordre des médecins ne fait pas d'erreur, Madame Moreau. Leurs systèmes sont très rigoureux. Maître Dufour a continué. Madame la juge, deuxièmement, voici le vrai rapport médical de Madame Beaumont, du docteur Henri Moreau, le médecin de Madame Beaumont depuis 20 ans. Le rapport indique clairement, mentalement complètement vive, aucun signe de démence, score MMSE 29 sur 30. Il a tendu le rapport de docteur Moreau à la juge. La juge a posé les deux rapports côte à côte, le faux et le vrai. Elle les a examinés, comparés. Elle a froncé les sourcils. Ces deux rapports se contredisent complètement, dit-elle. L'un dit démence avancée, l'autre dit complètement en bonne santé. L'un doit être vrai, l'autre faux. Maître Dufour, Madame la juge, quelqu'un ment, et c'est Madame Moreau, parce que docteur Fontaine est faux. Un tel docteur n'existe pas. Ce rapport est inventé. La juge s'est tournée vers Isabelle. Sa voix était froide. Madame Moreau, c'est très grave. Vous avez présenté un faux document au tribunal. C'est un crime. 3 ans de prison. Expliquez, avez-vous préparé ce rapport ? Isabelle était paniquée. Non, je ne l'ai pas préparé. Je l'ai juste. J'ai emmené ma tante voir un docteur. Ce docteur a écrit ce rapport. Je l'ai juste apporté. Quel docteur ? Un docteur qui n'existe pas ? Il existe, il est réel. Peut-être que vous ne le trouvez pas, mais il est réel. La juge a pris une profonde inspiration, puis elle a frappé son marteau. Décision. Cette affaire est rejetée. La demande de procuration de Madame Moreau est totalement sans fondement et basée sur de faux documents. Madame Beaumont est mentalement saine, n'a pas besoin de procuration. De plus, une enquête pénale sera ouverte contre Madame Moreau pour présentation de faux documents, tentative de tromperie du tribunal. L'audience est close. Le marteau a frappé à nouveau. La salle d'audience s'est levée. Madame Rousseau m'a serré dans ses bras. « Nous avons gagné !» dit-elle. Maître Dufour a souri. « C'était une excellente défense !» dit-il. Mais Isabelle est devenue folle. Elle s'est levée d'un bond, a frappé son poing sur la table. « Non, ce n'est pas juste, c'est ma tante, elle est malade, vous ne comprenez pas, elle a besoin de moi. » Les agents de sécurité sont venus. Ils ont essayé de retenir Isabelle. Elle a résisté, s'est débattue. « Lâchez-moi, je suis de la famille, elle m'appartient !» Les agents l'ont traînée, l'ont fait sortir dans le couloir. Nous pouvions l'entendre dans le couloir, elle criait toujours « Madeleine, tu vas le regretter, je vais vous détruire tous !» Je suis restée là, un moment, silencieusement. Puis je me suis tournée vers Madame Rousseau. « C'est fini ?» ai-je demandé. « C'est vraiment fini ?» Oui, dit Madame Rousseau. Maintenant, elle ne peut plus rien te faire. Il y a une décision de justice, elle peut même aller en prison. Nous sommes rentrés à la maison.
Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi paisiblement. Mais quand je me suis réveillée, à 2 heures, le téléphone a sonné. J'ai pris le téléphone, mes yeux ensommeillés. Allô? La voix de Madame Rousseau, elle pleurait, paniquée, étouffée. Madeleine, ma maison brûle, les pompiers arrivent, mais tout brûle. Mes yeux se sont ouverts. Le sommeil s'est envolé. Quoi? Comment? Tu vas bien? Oui, j'ai pu m'échapper de justesse. J'étais en train de dormir, j'ai senti une odeur de fumée, je me suis réveillée, le salon était en flammes. J'ai sauté par la fenêtre pour m'échapper. J'ai bondi du lit, j'arrive immédiatement. J'ai mis des vêtements, je ne savais pas ce que je mettais, la première chose que j'ai trouvée. J'ai pris les clés de la voiture, j'ai dit à Napoléon « Attends », j'ai couru. En 5 minutes, j'étais à la maison de Madame Rousseau. Quand je suis arrivée là-bas, c'était l'enfer. Les flammes montaient vers le ciel, rouge, orange, jaune. La fumée couvrait le ciel. Les pompiers étaient venus avec 2 camions. Les tuyaux fonctionnaient, mais la maison était presque complètement brûlée. Le toit s'était effondré, les murs étaient noirs, les fenêtres avaient explosé. Madame Rousseau était assise par terre, sur l'herbe, enveloppée dans une couverture, tremblante. Son visage était couvert de suie, ses cheveux avaient brûlé, ses mains étaient bandées. J'ai couru vers elle, je me suis agenouillée, je l'ai serrée dans mes bras. Dieu merci, tu es en vie. Elle pleurait de manière incontrôlée. Madeleine, tout est parti, ma maison, mes souvenirs, tout. Le chef des pompiers est venu vers nous, casque et tenue. Son visage était mouillé de sueur. Madame, êtes-vous la propriétaire? Non, ai-je dit, je suis sa voisine. Voici Madame Rousseau, la propriétaire. Madame Rousseau, comment l'incendie a-t-il commencé? Vous souvenez-vous de quelque chose? Madame Rousseau a parlé en tremblant. Je ne sais pas, je dormais, je me suis réveillée soudainement. Il y avait de la fumée, je suis descendue, le salon était en flammes. La cuisinière était-elle allumée? Y avait-il une bougie qui brûlait? Non, rien. Le chef des pompiers a froncé les sourcils. Madame, nous avons trouvé l'origine. L'incendie a commencé de l'extérieur. Sous la fenêtre du salon, il y a des résidus d'essence. Et nous avons trouvé une bouteille en verre cassée, elle sent l'essence. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, le chef des pompiers m'a regardé sérieusement, que ce n'était pas un accident, c'est un incendie criminel, de l'arson. Quelqu'un a versé de l'essence par votre fenêtre, a probablement jeté un tissu ou une allumette, a essayé de provoquer un incendie. J'ai regardé Madame Rousseau. Elle aussi m'a regardé. Le même mot a traversé nos esprits, au même moment. Isabelle. 6 mois de thérapie, de guérison, de reconstruction. 6 mois de nuits sans sommeil, puis de meilleures nuits. 6 mois de peur, puis de courage. 6 mois de douleur, puis de paix. Aujourd'hui, je me suis levée tôt le matin, 6h30, c'est devenu une habitude. Le soleil se levait, des lignes roses et oranges à l'horizon. La lumière se répandait lentement sur le vignoble, les vignes brillaient d'une couleur dorée. Les feuilles se balançaient doucement dans le vent, comme si elles me disaient « Bonjour Madeleine ». J'ai ouvert la fenêtre, l'air frais a rempli mes poumons, odeur d'herbe, odeur de fleurs, odeur de terre. Les oiseaux chantaient, moineaux, chardonnerets, parfois un faucon. Le son était apaisant, comme une méditation. Il y a 6 mois, quand je regardais par cette fenêtre, je ressentais de la peur. Je voyais Isabelle dans chaque ombre. Chaque bruit me faisait sursauter. Mais maintenant, je ne vois que la beauté. Le fantôme d'Isabelle est parti. Maintenant, le vignoble est à moi, seulement à moi. Je suis descendue dans la cuisine. J'ai fait du café, espresso, avec la vieille machine italienne de Michel. Nous avions acheté la machine à Florence il y a 20 ans, elle fonctionnait toujours parfaitement. J'ai moulu les grains de café, frais, aromatiques. J'ai mis la machine en marche, sifflement, vapeur, puis cette odeur merveilleuse. Riche, chaude, comme à la maison. La cuisine s'est remplie de cette odeur. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde respiration. Je me souvenais de Michel. Le matin, nous prenions le café ensemble, nous parlions, nous rions. Il est mort, mais les souvenirs vivent. Napoléon est entré dans la cuisine. Il a bâillé, montrant ses dents, sa langue s'est enroulée.
Il s'est frotté contre mes jambes, a ronronné. « Bonjour à toi aussi, prince », ai-je dit, en me penchant pour caresser sa tête. J'ai gratté derrière ses oreilles, il a fermé les yeux, son ronronnement s'est amplifié. Napoléon était toujours un protecteur, maintenant âgé de 11 ans, un peu vieilli, un peu ralenti, mais toujours fidèle, toujours affectueux. J'ai préparé mon petit déjeuner. Mon croissant, de la boulangerie, du four de Madame Leclerc, frais chaque matin. Ma confiture, confiture de fraises maison, que j'ai faite l'été dernier. Mon beurre, de Normandie, salé, crémeux. Des fruits, raisins, fraises, une pomme. Et bien sûr, mon café. Je me suis assise à table. Mais cette fois, je n'étais pas seule. Madame Rousseau était assise en face de moi. Elle habitait toujours avec moi. Sa nouvelle maison avait été terminée en mai, les meubles étaient arrivés, tout était prêt. « Mais je ne veux pas encore déménager, Madeleine », disait-elle. En réalité, nous savions toutes les deux pourquoi. Elle n'était plus seulement une voisine, elle était ma famille. Peut-être ma seule famille. « Ce sera une belle journée aujourd'hui », dit Madame Rousseau. Elle sirotait son café, regardait par la fenêtre. Il fait chaud, le ciel est dégagé, pas un nuage. Peut-être que nous pouvons faire un pique-nique dans le vignoble à midi. Bonne idée, ai-je dit. J'ai souri, un vrai sourire, sincère, venant de mon cœur. Il y a 6 mois, sourire était difficile, mes muscles faciaux étaient tendus, ça semblait faux. Maintenant, c'est facile, naturel, vrai. Après le petit déjeuner, nous sommes montés au vignoble. Le soleil du matin était maintenant plus haut, la lumière plus forte. La rosée brillait encore sur l'herbe. Nos chaussures se sont mouillées, mais nous nous en fichions. Pierre et Laurent étaient là, travaillant parmi les vignes. Ils vérifiaient les feuilles, y avait-il des maladies, des insectes. Ils examinaient les grappes de raisin, combien elles avaient poussé, quand ce serait le moment de la récolte. « Bonjour, Madame Beaumont !» cria Pierre en me voyant, un large sourire sur son visage. « Venez, regardez, cette année, nous aurons une récolte magnifique !» J'ai couru vers eux. J'ai touché une grappe de raisin, lourde, compacte, chaque raisin dodu et violet. J'en ai cueilli un, j'ai mordu dedans. Sucré, juteux, parfait. « Magnifique, Pierre !» ai-je dit. « Toi et Laurent avez fait un travail formidable. » « Ah, nous ne faisons qu'aider, madame, » dit Pierre avec humilité. « Le vrai travail est fait par la terre, le soleil, la pluie et bien sûr, votre amour. » Laurent s'est approché de nous. Il tenait un carnet, des calculs. « Madame Beaumont, selon mon estimation, cette année, nous pouvons produire 6000 bouteilles, peut-être plus, ce pourrait être notre meilleure année. » La fierté a gonflé en moi, j'ai bombé la poitrine, j'ai tenu la tête haute. Ce vignoble n'était pas seulement un morceau de terre, ce vignoble était mon identité, mon histoire, mon héritage. Il appartenait à mon grand-père, à mon père, à Michel, et maintenant à moi. Et Isabelle ne l'a pas pris, je l'ai protégé, j'ai gagné. Formidable, Laurent, ai-je dit. Cette année, nous vendrons une partie du vin avec une étiquette spéciale. Vous vous souvenez? Le vin des survivantes. J'ai vu des larmes dans les yeux de Pierre et Laurent. Ils ont hoché la tête. Oui, madame, nous n'oublions pas. Vous êtes une vraie guerrière. L'après-midi, je suis allée à Bordeaux. J'avais ma séance avec Dr Sophie Martin, notre dernière séance. Il y a 6 mois, en mars, j'avais commencé à aller voir Dr Martin. À cette époque, j'étais dans un état terrible. Chaque nuit, des cauchemars, des attaques de panique pendant la journée, peur de sortir, peur des gens. TSPT, avait dit Dr Martin. Trouble de stress post-traumatique. Mais c'est traitable. Avec le temps, vous allez guérir. Maintenant, en juin, 6 mois plus tard, j'allais beaucoup mieux. J'avais encore parfois des cauchemars, mais plus rarement. Les bruits soudains me faisaient encore parfois sursauter, mais je pouvais contrôler. Et le plus important, Isabelle ne dominait plus mon esprit. Elle était maintenant dans un tout petit coin, même pas une ombre. Madeleine, avait dit Dr Martin la semaine dernière, vous avez fait des progrès remarquables. Vous pouvez maintenant continuer de manière indépendante. La thérapie doit se terminer. Mais bien sûr, si vous avez un problème, ma porte est toujours ouverte. Aujourd'hui, notre dernière séance. Le bureau de Dr Martin était au centre de Bordeaux, dans le quartier Saint-Pierre, dans un bâtiment historique. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage, j'ai frappé à la porte. Dr Martin a ouvert la porte, dans la cinquantaine, cheveux gris courts, lunettes, sourire chaleureux.
Madeleine, entrez, entrez, notre dernière séance. Je suis un peu triste. Je suis entrée. Le bureau était apaisant. Fauteuil moelleux, bibliothèque, vue sur la Garonne par la fenêtre. Sur le mur, des tableaux, Monet, Renoir, impressionnistes. Nous nous sommes assises. Docteur Martin a sorti son carnet, mais cette fois, elle n'a pas écrit, elle l'a juste tenu. Madeleine, nous avons vécu beaucoup de choses ces 6 mois. J'ai écouté votre histoire, je vous ai vu pleurer, je vous ai vu vous renforcer. Je veux utiliser cette séance comme un résumé. Dites-moi, comment vous sentez-vous maintenant? J'ai réfléchi, j'ai longuement réfléchi. Je sens que, ai-je dit lentement, je ne suis plus une victime. Je suis une survivante. Chaque matin, je me réveille et ma première pensée n'est pas « Où est Isabelle? Me surveille-t-elle ?» Ma première pensée est « Faisons du café, ce sera une belle journée. C'est un grand changement. » Docteur Martin a souri. Oui, et quoi d'autre? D'autre, je ne suis plus en colère. Les premiers mois, j'étais très en colère, contre Isabelle, contre moi, contre le monde. Mais maintenant, je suis juste en paix. Isabelle est malade, elle a mal agi, mais elle souffre aussi. Ai-je pardonné? Pas complètement. Mais je ne pense plus à elle chaque jour. Ce n'est pas un progrès? C'est un très grand progrès, dit docteur Martin. Pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner signifie ne pas laisser la douleur vous contrôler. Et vous faites exactement ça. Une autre chose, ai-je dit. J'ai reçu une nouvelle lettre d'Isabelle, il y a 2 jours. Voulez-vous la lire? Oui, s'il vous plaît. J'ai sorti la lettre de mon sac. Enveloppe blanche, sceau de prison, écriture manuscrite. C'était la 2e lettre. J'avais reçu la première en avril, celle-ci était arrivée en juin. J'ai lu. Chère tante Madeleine, chaque jour je me réveille et je regrette. Chaque jour je me regarde dans le miroir et je déteste la personne que je vois. Je t'ai fait des choses terribles. J'ai essayé de te tuer. J'ai blessé Madame Rousseau. J'ai brûlé sa maison. Et pourquoi? Pour un vignoble, pour de l'argent. Mais ce n'était pas vraiment ça. En réalité, je voulais appartenir à quelque part, à une famille, et j'ai essayé de prendre la place de ta famille. Mon psychiatre me dit que je suis malade, trouble obsessionnel compulsif, trouble de la personnalité antisociale. Je prends des médicaments, je fais de la thérapie, chaque jour, lentement. Je me sens mieux, mais la douleur ne passe pas, la culpabilité ne passe pas. Je ne te demande pas de me pardonner, je sais que je ne le mérite pas. Je veux juste que tu saches, chaque jour je prie, pour toi, pour Madame Rousseau, pour votre guérison, pour votre bonheur. Et je promets, dans 8 ans, quand je sortirai de prison, je ne ferai plus jamais de mal à quelqu'un d'autre. Je continuerai le traitement, j'essaierai d'être une bonne personne. Je ne demande pas ton pardon, je veux juste que tu saches que je suis vraiment désolée. Isabelle. Quand j'ai fini de lire la lettre, il y a eu un silence. Docteur Martin réfléchissait. Qu'avez-vous ressenti après avoir lu cette lettre, Madeleine? Mitigée, ai-je dit honnêtement. D'un côté, j'ai pitié d'elle. Elle est vraiment malade. Elle souffre. En prison, seule, repentante. D'un autre côté, je suis encore en colère. Elle m'a fait tellement de mal. Madame Rousseau a failli mourir. Puis-je pardonner? Je ne sais pas. Mais je ne pense plus à elle chaque jour. Je ne ressens plus de haine envers elle. Juste du vide. Et peut-être, très petit, de la compassion. Docteur Martin a hoché la tête. C'est très sain, Madeleine. Le pardon n'est pas un processus linéaire. Certains jours, vous pouvez pardonner, certains jours, vous êtes en colère. Les 2 sont normaux. L'important, c'est que la douleur ne gère pas votre vie. La séance s'est terminée. Docteur Martin s'est levé, m'a serré dans ses bras. Ce n'était peut-être pas professionnel, mais c'était humain. Madeleine, travailler avec vous a été un honneur. Vous êtes une femme incroyablement forte. J'espère que votre vie continuera merveilleusement. Merci, docteur Martin, ai-je dit. Vous m'avez sauvée. Non, dit-elle en souriant. Vous vous êtes sauvé vous-même. Je n'ai fait qu'aider. En rentrant à la maison, quelque chose d'inattendu s'est produit. Quand je suis arrivée chez moi, une femme se tenait devant la porte. Dans la trentaine, cheveux châtains courts, visage sérieux. À côté d'elle, une petite fille, 5, 6 ans, cheveux blonds, yeux curieux. « Madame Beaumont ?» dit la femme.
Sa voix tremblait. Elle était tendue. Oui, ai-je dit? Puis-je vous aider? Je suis Juliette, la fille de Madame Simone Blanc, de Lyon. Je devais vous parler. Blanc, le nom me semblait familier. L'ancienne victime d'Isabelle, à Lyon. 2015-2020, 50 000 € avaient été volés. Ah, ai-je dit. S'il vous plaît, entrez. J'ai fait du thé. Nous nous sommes assises, dans le salon. La petite fille était assise silencieusement à côté de Juliette, tenant son ours en peluche. Madame Beaumont, dit Juliette, des larmes s'accumulaient dans ses yeux. Je suis venue vous remercier. Me remercier? J'étais surprise. Pourquoi? Parce que vous avez arrêté Isabelle. Sa voix s'est brisée. En 2020, Isabelle a presque détruit ma mère. Elle a volé 50 000 €, toutes les économies de retraite de ma mère. Ma mère est malade, elle a du diabète, elle a besoin de médicaments. Cet argent était la vie de ma mère. J'ai remarqué, j'ai confronté Isabelle, je l'ai chassée de la maison, mais je ne suis pas allée à la police. Elle a baissé la tête, honteuse. J'avais peur, j'avais honte. Si je vais à la police, il y aura un scandale. Ça fera du mal à ma mère, pensais-je. Et Isabelle s'est enfuie. Elle est venue à Bordeaux. Elle vous a trouvé? Des larmes coulaient sur ses joues. Si j'étais allée à la police à ce moment-là, si j'avais fait arrêter Isabelle, peut-être que vous n'auriez pas souffert. Madame Rousseau n'aurait pas été blessée. C'est toute ma faute. J'ai tenu sa main, chaude, tremblante. Juliette, ai-je dit doucement, non, tu n'es pas coupable. Isabelle est coupable. Tu essayais de protéger ta mère, tu essayais de prendre la meilleure décision. Et moi, j'essayais juste de me protéger et de protéger ma famille. Aucune de nous n'est coupable, seulement Isabelle. Juliette a pleuré. La petite fille a serré sa mère dans ses bras. « Maman, ne pleure pas » dit-elle d'une petite voix. Mais les mots de Juliette ont réveillé quelque chose en moi. Une idée, un plan. Si les anciennes victimes d'Isabelle se sont tues, à cause de la peur, de la honte, du traumatisme, Isabelle a continué. Une victime, puis une autre, puis une autre. Mais si nous parlons, si nous partageons notre histoire, peut-être pouvons-nous protéger les autres. Cette nuit-là, après le départ de Juliette, je me suis assise devant l'ordinateur. Le vieil ordinateur de bureau de Michel, lent, vieux, mais fonctionnait encore. J'ai ouvert un document et j'ai commencé à écrire. Titre : Mon histoire, comment ma nièce a essayé de me tuer. Et puis, j'ai tout écrit. L'arrivée d'Isabelle, sa question sur le testament, les mensonges qu'elle a dits au médecin, le faux rapport médical, quand elle se cachait dans la cave, l'attaque au couteau, l'arrestation, le tribunal, la guérison. Chaque mot, écrire était douloureux. Les souvenirs revenaient, je ressentais à nouveau la peur, la colère, la douleur. Mais en même temps, c'était cathartique. Thérapeutique. Chaque mot que j'écrivais, je laissais un peu plus Isabelle derrière moi. J'ai écrit pendant une semaine. Chaque soir, après le dîner, 2-3 heures. Napoléon dormait sur la table, parfois il levait la tête pour me regarder, comme pour dire « Tu écris encore ?» Madame Rousseau venait parfois demander « Veux-tu un thé ?» m'apportait une tasse, caressait ma tête. « Continue, tu fais un travail très important » disait-elle. Une semaine plus tard, j'ai terminé. 15 000 mots. Ce n'était pas encore un livre, mais un long article, un manifeste. Je l'ai montré à Maître Dufour. Je suis allée à son bureau, je lui ai donné le document. Il a lu, avec un visage sérieux, silencieusement, il a fini en 30 minutes. « Madeleine », dit-il finalement. Il a retiré ses lunettes, les a nettoyées, les a remises. C'est très puissant. Ce n'est pas seulement votre histoire, c'est l'histoire de milliers de personnes âgées. Cela doit être publié. Les gens doivent le lire, apprendre. Mais comment, ai-je dit désespérément, je ne suis pas écrivaine, je n'ai pas d'éditeur, pas de connexion. Internet, dit Maître Dufour. Nous sommes au XXIe siècle, Madeleine. Vous n'avez plus besoin d'éditeur. Vous créez un blog, vous publiez votre texte. Si c'est bon, les gens lisent, partagent, ça devient viral. Blog sur Internet. C'était une idée intéressante. J'avais 68 ans. Je n'étais pas très douée avec la technologie. J'utilisais Facebook, mais c'était difficile. Un blog, c'était un autre niveau.
Mais je pouvais apprendre. J'ai appelé Sophie, la fille de Laurent. Sophie avait 25 ans, web designer et graphiste. Une fille très brillante, énergique. « Sophie, peux-tu m'aider ?» ai-je dit au téléphone. « Je veux créer un blog. »« Bien sûr, Madame Beaumont. » Sa voix était excitée. « C'est une idée formidable. Sur quoi ?» L'escroquerie des personnes âgées. La trahison, la manipulation, mais aussi la résistance, la survie, la victoire. « Magnifique !» Sophie a crié. « C'est un sujet très important. Très peu de gens en parlent. Commençons tout de suite. » 2 jours plus tard, Sophie est venue chez moi, avec son laptop, son carnet, ses stylos colorés. Nous nous sommes assis à table, nous avons commencé à travailler. « D'abord, nous devons choisir un nom, » dit Sophie. « Comment s'appellera votre blog ?» J'ai réfléchi. « Les victimes silencieuses », ai-je dit. Parce que les personnes âgées souffrent en silence. Personne ne voit, personne n'entend. Mais maintenant, nous ne sommes plus silencieuses. « Les victimes silencieuses », répéta Sophie. En français, les victimes silencieuses. Parfait. Et le logo ? Nous avons travaillé 1 heure sur le logo. Finalement, nous avons décidé simple, élégant, puissant. Une silhouette de femme, debout, forte, poing en l'air. Puis la plateforme de blog. Sophie a installé WordPress, nous avons choisi un thème, créé des pages. Page à propos, mon histoire brièvement. Page contact, adresse email. Page histoire, j'allais partager les histoires des autres. Nous avons travaillé 3 jours. Finalement, c'était prêt. Le blog était en ligne, sur Internet. Maintenant, dit Sophie, vous devez publier votre premier article. J'ai téléchargé mon texte de 15 000 mots. Titre « Je suis Madeleine, 68 ans, ma nièce a essayé de me tuer ». J'ai cliqué sur le bouton « Publier ». Et voilà, c'était là, sur Internet, pour que tout le monde puisse le lire. Le premier jour, 50 personnes l'ont lu. Sophie a dit « C'est un bon début, sois patiente ». Le deuxième jour, 200 personnes. Le troisième jour, 1000 personnes. 1 semaine plus tard, 10 000 personnes l'avaient lu. 2 semaines plus tard, 50 000. Les emails ont commencé à arriver. D'abord quelques-uns, puis des dizaines, puis des centaines. Madame Beaumont, j'ai 72 ans, mon voisin me vole de l'argent, mais je ne peux pas le prouver. Que dois-je faire ? Ma fille essaie de me mettre dans une maison de retraite, mais je ne veux pas y aller. Peut-elle me forcer ? Mon neveu veut que je change mon testament. Laisse-lui tout, dit-il. Je suis méfiante. Que pensez-vous que je dois faire ? Madame Beaumont, votre histoire est exactement mon histoire. J'ai vécu des choses similaires. Merci de l'avoir partagée. Je ne me sens plus seule. J'ai lu chaque email. J'ai répondu à certains, j'ai donné des conseils, j'ai dit aller à la police, j'ai dit parler à un avocat. J'en ai dirigé certains vers Maître Dufour. À certains, j'ai juste écrit « Soyez forte, vous n'êtes pas seule ». Août 2024. Le blog a grandi. Maintenant, il y avait 5000 visiteurs chaque jour. Au total, 100 000 personnes l'avaient lu. Il a commencé à être partagé sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et puis, les médias se sont intéressés. Le journal Le Monde a appelé « Madame Beaumont, nous aimerions faire une interview avec vous ». La télévision France 2 a appelé « Madame Beaumont, nous aimerions raconter votre histoire en prime time ». Au début, j'ai hésité. Apparaître à la télévision, c'était effrayant. Des millions de personnes allaient regarder. Que penserait-il ? Dirait-il « Vieille femme stupide, elle n'a pas pu reconnaître sa propre nièce ». Mais ensuite, j'ai pensé « Si j'apparais à la télévision, je peux atteindre 2 millions de personnes. 2 millions de personnes entendront mon histoire. Et peut-être, juste peut-être, je sauverai la vie d'une personne. » J'accepte, ai-je dit. Septembre 2024. Paris. Studio de télévision de France 2. J'ai pris le train depuis Bordeaux. TGV. 2 heures. Je suis arrivée à Paris. J'ai pris un taxi pour le studio. Dans le quartier Montparnasse. Un bâtiment moderne, vert et acier. Je suis entrée. La réceptionniste. « Madame Beaumont ? Bienvenue. Nous vous attendions. » dit-elle. Des assistants sont venus, m'ont emmenée au studio. Le studio était lumineux, plein de lumière. Brillant, blanc, presque aveuglant. Des caméras partout. 3 grandes caméras, des opérateurs derrière elles. Microphone, câbles, moniteurs. Des gens couraient partout, maquillage,
costume, réalisateur, producteur. Ils m'ont fait asseoir sur une chaise. La maquilleuse est venue. « Madame Beaumont, je vais juste faire un maquillage léger. Vous aurez l'air naturel. » 15 minutes, poudre, rouge à lèvres, eyeliner. Puis la présentatrice est venue. Élise Moreau, dans la quarantaine, élégante, professionnelle, sourire chaleureux. Le nom est une coïncidence, ce n'est évidemment pas ma fille Élise. « Madame Beaumont, dit-elle en me serrant la main, merci d'être venue. Votre histoire est incroyable. Aujourd'hui, nous allons la raconter à des millions de téléspectateurs. » Mon cœur s'est accéléré. Des millions ? Oui, prime time, 21h, estimation de 2 millions de téléspectateurs. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous poser des questions faciles. Soyez juste détendus, soyez vous-même. 21h, l'émission en direct a commencé. La lumière rouge s'est allumée sur la caméra. « Bonsoir », dit Élise à la caméra. « Ce soir, nous allons vous raconter une histoire extraordinaire. Madeleine Beaumont, 68 ans, de Bordeaux. Il y a 1 an, sa nièce a essayé de la tuer. Mais Madeleine a résisté, s'est battue, a gagné. Et maintenant, elle aide d'autres victimes. Madeleine, bienvenue. » J'ai regardé la caméra. Des milliers, des millions d'yeux me regardaient. J'ai pris une profonde respiration. Merci Élise, je suis honorée d'être ici. Madeleine, racontez-nous votre histoire. Comment ça a commencé ? Et j'ai raconté 20 minutes sans interruption. L'arrivée d'Isabelle, sa question sur le testament, le faux rapport, quand elle se cachait dans la cave, l'attaque au couteau, le tribunal, la guérison. Élise a posé des questions, gentiment, attentivement. J'ai répondu, honnêtement, ouvertement. « Madeleine, dit Élise à un moment, vous écrivez maintenant un blog, vous aidez d'autres victimes. Pourquoi ?» Je me suis tournée vers la caméra. « Parce que, ai-je dit, je ne peux pas rester silencieuse. Pendant 30 ans, les anciennes victimes d'Isabelle sont restées silencieuses à cause de la peur, de la honte, du traumatisme. Et Isabelle a continué. Une victime de plus, une victime de plus. Mais si nous parlons, si nous partageons notre histoire, peut-être pouvons-nous protéger les autres. Alors, quels conseils donnez-vous aux personnes âgées ? » Je me suis penchée en avant sur ma chaise. J'ai regardé la caméra droit dans les yeux. J'ai imaginé ces personnes âgées, assises chez elles, seules, effrayées, peut-être manipulées par quelqu'un. Si dans votre vie aussi, il y a quelqu'un qui semble très serviable, mais vous avez un sentiment à l'intérieur, un sentiment étrange, un sentiment d'inconfort, s'il vous plaît, écoutez ce sentiment. Vos instincts vous protègent. Si quelqu'un vous demande votre testament, votre argent, votre maison, c'est un drapeau rouge. Si quelqu'un essaie de vous isoler, de vous séparer de vos amis, de votre famille, les cloches d'alarme doivent sonner. Je me suis arrêtée, j'ai respiré, puis j'ai continué, plus forte, plus déterminée. Et le plus important, demandez de l'aide. Allez à la police, allez voir un avocat, dites-le à un ami de confiance. Ne restez pas silencieuse, parce que le silence donne du pouvoir aux escrocs. Mais parler vous protège, parler sauve des vies. L'émission s'est terminée, les caméras se sont éteintes. Élise m'a serrée dans ses bras. Magnifique, Madeleine, vous avez été très touchante. En sortant du studio, mon téléphone a sonné. C'était Madame Rousseau. « Madeleine, je t'ai vue à la télévision, tu étais formidable, je suis si fière de toi. » Puis Maître Dufour a appelé. « Madeleine, c'était parfait, ça va changer des vies. » Puis Sophie, Pierre, Laurent, Docteur Martin, tous ont appelé, ont félicité. Dans le train de retour vers Bordeaux, j'ai vérifié mon téléphone. Je suis allée sur le blog. Le nombre de visiteurs avait follement augmenté. 10 000 personnes par heure entraient. Le serveur a planté, trop de trafic. Sophie a appelé. « Madame Beaumont, le blog a planté, dans le bon sens. Trop de gens, je dois le transférer sur un serveur plus puissant. » En 24 heures, 1 million de personnes ont visité le blog. Les emails arrivaient comme un torrent, 10 000 emails, plus encore. Et une autre chose s'est produite. D'autres victimes se sont manifestées. D'autres victimes d'Isabelle, cachées, victimes silencieuses. Une femme de Toulouse a envoyé un email. « Madame Beaumont, je vous ai vue à la télévision et maintenant, pour la première fois, 12 ans plus tard, j'ose parler. En 2008, Isabelle Moreau m'a volé 30 000 €. Elle était mon amie.
Mais ensuite, mon argent a disparu. J'avais peur d'aller à la police. J'avais honte. Les gens vont penser que je suis stupide, pensais-je. Mais maintenant, en entendant votre histoire, je comprends que je n'étais pas seule. Et je ne resterai plus silencieuse. Je vais à la police. Une autre femme de Marseille. En 2012, Isabelle m'a presque fait perdre ma maison. Tu es maintenant vieille, tu dois aller dans une maison de retraite. Je vais gérer ta maison, disait-elle. Mais mon fils l'a remarqué, a chassé Isabelle. J'ai eu de la chance. Mais combien de personnes n'ont pas eu de chance? Une autre victime de Nice, puis de Lille, puis de Strasbourg. Au total, 7 victimes se sont manifestées. 7 femmes, âgées de 65 à 80 ans, escroquées ou ayant failli être escroquées par Isabelle. La police a rouvert l'enquête. Des accusations supplémentaires sont venues. La peine d'Isabelle est passée de 8 ans à 12 ans. Décembre 2024. 1 an s'est écoulé depuis l'attaque d'Isabelle. Aujourd'hui, ce matin, je me suis levée tôt, 6h30, c'est devenu une habitude. Le soleil se levait, le ciel était magnifique. J'ai regardé le vignoble par la fenêtre. Tout était paisible. Tout était beau. Je suis descendue, j'ai bu mon café. Napoléon ronronnait sur mes genoux. Madame Rousseau est arrivée pour le petit déjeuner. Une belle journée nous attend, a-t-elle dit en souriant. Et c'était vrai. Car maintenant, je ne suis plus une victime, je suis une survivante, je suis une guerrière, et je suis là pour aider les autres. Mon blog continue, mon histoire continue, et chaque jour, je reçois des messages de gratitude, d'espoir, de courage. Parce que la vie est plus forte que la mort. L'espoir est plus fort que la peur. L'amour est plus fort que la haine. Et vous, oui, vous êtes beaucoup, beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Je suis Madeleine Beaumont, 68 ans, des vignobles de Bordeaux, Saint-Émilion, pharmacienne retraitée, survivante, guerrière, gagnante. Et ceci est mon histoire. Pour vous, un avertissement, un espoir, une inspiration. Merci, merci à tous pour avoir écouté jusqu'ici. Et n'oubliez pas, surveillez vos ombres, protégez vos limites, faites entendre votre voix, parce que vous avez de la valeur. Au revoir et que votre vie soit belle.